pas tout traiter de la politique énergétique dans les années Mitterrand, mais ici, plutôt véritablement, et c'est le scientifique, voir la façon dont l'environnement et les préoccupations environnementales sont intégrés et jouent avec cet engagement pro-nucléaire du Parti socialiste. Alors je voudrais en effet commencer par, ça a été évoqué hier, par un de ces meetings de campagne. Alors ce n'est pas celui de Grenoble dans l'intégralité, mais sur le site de l'UNA, vous trouverez une petite vidéo de 2 minutes seulement, un extrait du meeting de campagne de Rennes, où le 10 avril 1981, le candidat François Mitterrand est donc assis sur la scène, et il évoque à la fois Valéry Giscard d'Estaing, président finissant, et tous les thèmes de campagne assez classiques. Et ce soir-là, il aborde notamment le cas du nucléaire civil et il fustige le tout nucléaire du candidat de la droite. Et il met en avant les principaux points du programme socialiste dans le domaine, à savoir ce qu'il appelle 4 sources d'énergie, la diversité des sources d'énergie, le nucléaire, les économies d'énergie, les énergies renouvelables et le charbon. Et sur le nucléaire, il mentionne ainsi ce qu'il appelle un programme raisonnable. Et il dit là, j'entends terminer les centrales en construction. Bien, le programme soviétique. On est à 15 jours du premier tour, les sifflets commencent à arriver dans la salle. Il avait prévu, que de toute façon c'était un sujet qui allait être, qui ne traitait pas, il avait une position qui n'était pas là pour satisfaire l'auditoire. Donc il connaît bien il continue, il poursuit son intervention, il poursuit sa phrase et il prend l'engagement, effectivement, de ne pas construire la centrale nucléaire de Plogoff, qui elle n'est pas un chantier en cours, pas un chantier déjà engagé. Les applaudissements recouvrent finalement progressivement les sifflets. Et c'est le moment qui semble assez emblématique, ces rapports entre le nucléaire et l'environnement dans le contexte de la veille de l'élection de 1981. On voit bien que les attentes d'une partie des militants et électeurs de gauche sont bien supérieures aux engagements du candidat socialiste. Formulé autrement, on peut aussi dire que pendant la campagne, il est très clair que le programme de l'alternance politique ne repose pas sur une politique énergétique radicalement alternative. Donc, je vais traiter dans les 17 minutes qui me restent de cette adaptation et de cette explication un petit peu de ce programme socialiste, la façon dont il s'est construit et comment il a été mis en œuvre dans le domaine du nucléaire. Alors, une position socialiste sur le nucléaire est en fait extrêmement laborieuse. Il y a en effet ce programme qui a fait l'objet d'un livre publié au début de l'année 1980, Énergie et d'autres politiques, qui reprend en fait ce qui était dans le programme de la Convention extraordinaire de janvier 1980. Et ce texte est extrêmement important, qui propose une autre politique énergétique, pas seulement nucléaire. Et d'ailleurs, Paul Pugliese, qui est avec Philippe Marchand, les deux principaux auteurs de ce rapport, mentionne bien que pour le cas de l'énergie nucléaire, il faut éviter, je cite, les affrontements passionnels qui frisent parfois la caricature. Et qu'il faut au contraire avoir des propositions plus équilibrées, sous-entendu, acceptant, préconisant même une part de nucléaire dans la production d'électricité en France. Alors, voilà, surtout, je pense que le plus important, et ça a été évoqué en introduction, c'est le fait de considérer que les choix techniques ne doivent pas s'imposer à la société, mais, c'est le principal argument, il faut d'abord penser la société que l'on souhaite, recherche du plein emploi, réduction des inégalités, et de cette pensée de la société, on doit en déduire les choix énergétiques. Et donc, c'est une façon ici de s'opposer au modèle technocratique pompolien suivi par Giscard. Mais on le voit bien ici, ce n'est pas tant le choix énergétique ou environnemental qui prime que bien le rapport démocratique à l'énergie, le choix de société, le modèle politique qui est mis en œuvre. Donc l'environnement dans ce texte n'est pas absent. Il y a une opposition est faite entre nucléaire et énergie nouvelle, mais plutôt justement autour des questions de centralisation et décentralisation, centralisme et décentralisation,
plutôt que sur les conséquences environnementales. Donc il y a la critique du modèle du programme nucléaire à travers son élaboration autoritaire, illusion du débat démocratique, contrôle parlementaire inexistant, intoxication de l'opinion publique, rien d'environnemental dans tout cela. Alors, ça ne veut pas dire que l'environnement est complètement absent. Hein. Il y a la production du solaire, la géothermie, la biomasse, il y a l'association pour le développement des énergies nouvelles à Montmartre qui est un peu rapprochée ici au sujet, mais surtout, le développement modéré du nucléaire est envisagé avec une décentralisation des entreprises et une introduction des questions environnementales dans le travail. Alors, tout cet équilibre, finalement, avait été le produit d'une assez longue histoire. Hein. Je ne vais pas retracer, vous en avez ici tous les points de repère. Il y avait en 1977, a été créé les mouvements à la Commission. C'est un comité environnement et nucléaire qui est véritablement important et qui regroupe à l'initiative de François Mitterrand en mars 1977 une quinzaine de membres, tous ne vont pas les siéger, et qui produit un rapport qui est publié l'année suivante. Certains des membres signent ce rapport et d'autres signent un désaccord, c'est-à-dire voilà, je pense que ne sont pas d'accord avec cette conclusion. Alors, dans ce comité environnement et nucléaire, a réalisé toute une série d'auditions, hein, aussi bien de Marcel Boiteux, directeur d'EDF, que d'André Giraud du CEA, que le représentant syndicaux Michel Roland, Yann Legault, Bernard Ronche, des membres des Amis de la Terre, Pierre Samuel, Philippe Courrèges, la CGT a transmis un document papier. Bref. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il s'agit bien de proposer une politique nucléaire, mais qu'il soit une autre politique nucléaire, où l'environnement est finalement relativement peu présent. Sont évoqués les risques, certes, mais il s'agit bien d'éviter des prises de position écologiques. Et on cite, et je vais vous citer un passage, les rapporteurs invitent à se défier des tendances antiprogressistes, antirationalistes, anti-intellectuelles d'un populisme défensif. Une intervention politique courageuse devrait permettre de séparer dans les mouvements dits écologiques, ce qui est une lutte contre la technocratie associée à une volonté de progrès intellectuel et social, de ce qui est anti-croissance et appel virtuel à une intégration morale et communautaire ultra-autonome. Donc il y a les bons et les mauvais écologistes, ceux qui seraient compatibles avec les socialistes et les autres. Et notamment les anti-croissance qui sont véritablement incompatibles avec les positions de l'entreprise. Et s'il y a des tensions au sein du groupe de rapporteurs, c'est sur la question, et je ne vais pas le traiter ici, mais de la question de Tasmalville et du surgénérateur. Le rapport préconise de ne pas construire Superphénix. 3 membres, dont Alfred Kessler, souhaitent au contraire que Superphénix soit construit pour continuer à explorer une filière dite d'avenir. Il n'y a pas, en revanche, d'opposition stricte au nucléaire dans cette. Alors, au sein du Parti socialiste, il y a un personnel politique. Alors, bon, je vais juste mentionner dans le point suivant. La position de compromis du Parti socialiste est donc de considérer le nucléaire comme, et c'est la formule de Potier, une énergie de transition. C'est-à-dire, et c'est dans le texte, il est dit qu'il n'est pas possible, pas envisageable, pas raisonnable de faire la transition directement des énergies fossiles aux énergies renouvelables, et donc que le nucléaire est une bonne énergie de transition. Alors, toutes ces positions, ces débats illustrent en fait les divisions autour du nucléaire et de l'environnement, par rapport à l'environnement. Il y a des fractures au sein du Parti socialiste, avec une tendance notamment de militants venant du PSU, qui sont rentrés soit au Congrès des Clunès, soit en 1974. Christiane Morin en particulier, Robert Chapuis, qui s'opposent au nucléaire, qui sont inscrits davantage dans les mouvements militants et dans les protestations anti-nucléaires, qui dénoncent à la fois les conséquences environnementales et politiques du nucléaire, le centralisme, l'autopratie, le caractère autoritaire, mais il y a au sein du Parti socialiste également des partisans du nucléaire,
liées à des circonscriptions, là plutôt des anciennes SFIO, et liées à des circonscriptions où le nucléaire est important. Le Creusot, Belfort, Gravelines. Cette tendance ouvriériste au sein du Parti socialiste, elle domine finalement dans le parti. Et donc André Bigarnon, qui va être président du socialiste de l'Assemblée nationale, Albert d'Anvers, qui est président du Conseil général du Nord. Et ici, par exemple, la question du nucléaire permet au Parti socialiste de se distinguer des autres partis de gauche. S'il y a une rupture franche entre PS et PSU, c'est bien sur cette question du nucléaire et non. Ça permet aussi de se distinguer des mouvements écologistes, mais de se rapprocher davantage du Parti communiste, notamment la CGT, qui est favorable au nucléaire. C'est aussi une façon pour le Parti socialiste de construire et de se présenter comme un véritable parti d'alternance politique, d'éviter d'être trop rapproché au sud de mai 68, avec le mouvement plus ou moins gauchiste, et de se présenter comme un parti responsable. C'est aussi le fait que l'engagement du nucléaire civil voit beaucoup à la gauche en France. À la fin de la 4e République, les Georges King, etc., qui sont les ministres, qui lancent le programme de l'expérimentation nucléaire civile, la centrale de Chinon, qui s'appelle le général de Gaulle. C'est la 4e République avec ses ministres socialistes. Et donc il y a en fait aussi ce nucléaire de gauche qui existe depuis l'origine du nucléaire civil en France. Et il y a, dans cette transformation du Parti socialiste au parti raisonnable, respectable de l'alternance politique, c'est pas sur le sujet de la Constitution, des relations qui sont nouées avec EDF. Elles sont évidentes et depuis très longtemps, l'opinion publique autour du modèle EDF qui est dénoncé comme étant un modèle technocratique, mais en fait, il y a quand même un modèle où il y a les syndicats qui sont très forts, qui participent au conseil d'administration et qui va être en quelque sorte le modèle adopté pour les entreprises nationalisées en 1980. Et je voudrais ici citer un extrait de Lionel Bakoun, qui est la chef de communication de Michel Hug, création d'équipement d'EDF, et qui évoque ceci. Un souvenir de février 1978. Un des responsables du chantier nucléaire de Cattenom, en Moselle, m'appelle au téléphone fort inquiet. Nous sommes en pleine campagne électorale. Une législature de mars 78 risque d'être fatale à la majorité présidentielle de l'année Giscard d'Estaing. François Mitterrand va partir à Thionville, tout près du chantier nucléaire de Cattenom. Mon interlocuteur m'assure que les socialistes locaux vont poser au futur président la question de la future centrale. Il craint que le leader socialiste condamne le projet. Si la gauche gagne en mars 2008 à la fin de la centrale, c'est clair, l'univers restera sécure. À l'époque, l'ordonnateur de la campagne de François Mitterrand était un inconnu nommé Laurent Fabius. Je lui demande rendez-vous, je l'obtiens le 1er février. Je suis reçu par un grand jeune homme un jour. Quelques phrases, je lui explique qu'une question va être posée au premier secrétaire dans quelques jours à Thionville. J'ajoute que la centrale de Cattenom est nécessaire à la Lorraine sinistrée. Il faut de l'énergie, des emplois, et une bonne partie de la population accepte le projet. Laurent Fabius écouta, s'assura que Marcel Boiteux, directeur général d'EDF, appuyait ma démarche et me reconduisit en souriant. Quelques jours plus tard, les socialistes de Thionville furent surpris de constater que François Mitterrand élutait leurs questions relatives à Cattenom. Et voilà comment est-ce que, c'est du lobbying d'EDF, de l'influence d'EDF, oui, bien sûr. Mais c'est aussi pour le Parti socialiste la façon de se présenter comme parti responsable, qui envisage réellement un exercice du pouvoir et qui ne multiplie pas les promesses d'incapacité. Donc cette préparation de l'alternance peut se faire aussi sur cette question du militaire. Voilà. Bien. Donc j'ai le temps, effectivement, de traiter de cette question autour de mai 80 et dans la période qui... La campagne de 1980 n'est pas centrée sur le nucléaire. Vous avez ici une des affiches de Valéry Giscard d'Estaing qui est devant une centrale nucléaire. Alors c'est la centrale de Chinon. Comme je l'ai dit, je ne vois pas beaucoup à Giscard, pour le coup, je vois un peu aux socialistes pour l'initiative, à Félix Gaillard aussi, au général de Gaulle ensuite pour la réalisation. Donc la campagne de nucléaire, telle qu'elle est présentée par la campagne de 80, telle qu'elle est présentée par le Parti socialiste, c'est l'opposition d'un tout nucléaire
et la diversification énergétique. On pourrait revenir sur le tout nucléaire et la caricature qui est autour. Objectivement, le projet Giscard n'est pas tout nucléaire. Bon, c'est une façon au moins de le clarifier. Dans le débat télévisé du 5 mai 1980, la question du nucléaire a été évoquée. Et évoquée de façon. Alors, pardon, il y a les 100 000 propositions. Il y a notamment 3 propositions sur l'énergie. La première sur le nucléaire, c'est le programme nucléaire sera limité aux centrales en cours de construction. Donc, dans le programme socialiste, il y avait la construction des centrales. En attendant que le pays réellement informé puisse se prononcer par référendum. Je passe au reste. Dans le débat du 5 mai 81, je viens directement à cette question du référendum. Eh bien, la question est posée à François Mitterrand, est-ce qu'il y aura bien un référendum? Il répond, c'est une proposition que j'ai faite, mais seulement elle se heurte à une grande difficulté, c'est la réforme de la Constitution. Voilà, il n'est pas possible de faire, vous savez, il y a des référendums sur les réformes constitutionnelles, etc., mais pas sur le programme nucléaire en droit. Donc, comme la Constitution s'y oppose, eh bien, finalement, on aura beaucoup d'autres choses à faire et je ne veux pas me consacrer à des travaux de juristes. Bien ici, je ne dis pas ça dans le par ailleurs, à la fin du débat, il dit « La différence avec le projet de M. Giscard d'Estaing est extrêmement mince. J'entends simplement diversifier. Je ne récuse pas le nucléaire, j'entends le maîtriser. » 5 mai 1980, avant l'élection. On n'est pas là dans un miroir aux alouettes de grands espoirs écologiques. À aucun moment. Les décisions de 1980, finalement, sont une application de ce programme. Gel de la construction de 5 centrales, en attendant un petit peu. 2 vont être finalement annulés, le Golfe et le Perrin. 3 vont se perdre avec un petit décalage en temps. Il y a le grand débat démocratique, qui n'a pas véritablement lieu à l'été 1980 et qui se transforme en débat parlementaire avec énormément de frustration, mené par Raymond Calvé. Je ne connais pas grand-chose en énergie, mais qui mène le débat, avec un vote quand même du Parlement. Une légère réduction du programme, 6 réacteurs au lieu de 8, une modernisation du retraitement de l'île de retraitement de la Hague, et donc la question des déchets qui est considérée comme modernisée, et pas aussi en grande partie limitée, et l'achèvement de Superphénix qui est décidé. Tout cela est fait dans le programme. Ce qui est aussi envisagé, c'est le fait qu'il y ait ensuite une régionalisation des politiques énergétiques, une meilleure information des citoyens, c'est la circulaire Confroid, pour la création de commissions locales d'information sur les grands équipements énergétiques, et la préparation, ça a été évoqué hier, un développement sur la réforme des déclarations d'utilité publique de 1983. Mais il y a de vraies continuités. Marcel Boiteux, président d'EDF depuis 1979, qui a été avant le président de 1979, conserve son poste jusqu'en 1987. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a pas d'environnement? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a cette mission qui est ASIEF, fin 81 et 1982, qui essaie d'introduire des dimensions environnementales dans les questions énergétiques. Il y a la création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, bien sûr, avec tout le développement et l'encouragement des énergies renouvelables, mais en dehors du champ de l'énergie et du champ de l'industrie. Mais là où c'est peut-être plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est à travers les CP, depuis tout à l'heure, la création du CHSCT, et par finalement la participation des salariés et des syndicats dans la santé au travail, dans l'environnement au travail, que se fait l'essentiel de l'action du Parti socialiste. Il y a enfin, je l'ai mentionné, une convention passée avec l'EDF sur les grands équipements, les questions paysagères, la question des tours aéro-réfrigérantes, limiter les rejets d'eau chaude dans les rivières et les fleuves, favoriser les passages de poissons dans les équipements hydroélectriques, prendre en compte l'environnement dans la construction de lignes, etc. Comme ça. Du coup, évidemment, cette position et cette politique provoquent énormément de frustration hors du Parti socialiste, de la part de l'écologiste, on le comprend bien,
avec un regain d'un discours écologiste d'opposition, c'est à dire évoqué hier, la façon dont la structuration des partis divers se construit comme parti d'opposition. Et ici, non au nucléaire de gauche et de droite. Voilà l'une des publications écologiques de l'époque, mais aussi, et c'est plus intéressant d'une certaine façon, c'est des tensions à l'intérieur du Parti socialiste. C'est-à-dire que toute la structure qui avait permis de préparer, de construire le programme et de mener la campagne est en partie maintenue. Il y a une commission énergie au sein du Parti socialiste qui va continuer à exister, qui prépare le débat d'octobre 1980, avec différentes sous-commissions, qui ensuite est réduite, mais simplement, et le seul groupe qui reste, c'est celui sur le nucléaire au sein du Parti socialiste. Et cette commission sur le nucléaire, des militants socialistes, au milieu de l'année 1982, eh bien, elle jette les comptes, elle proteste. On réfléchit, on se rend compte, ça ne sert à rien, nos arguments ne sont jamais même écoutés par le pouvoir socialiste en place. On a véritablement l'impression que l'idéologie giscardienne se poursuit et que la technocratie a réussi à empêcher l'expression des militants socialistes. Je vous prie. Alors, il y a une première chose qui est la question des promesses non tenues. Alors, dans le programme, il y avait justement cette illustration. Les promesses faites aux écologistes ne seront pas tenues, ce dessin de Tabu de 1975. Bon, alors, d'une certaine façon, depuis le Front populaire, gauche au pouvoir et la promesse non tenue. Et ici, il y a 6 ans avant que la gauche n'arrive au pouvoir, il est déjà question des promesses non tenues. En l'occurrence, les promesses sont d'autant plus difficiles à tenir qu'elles ne sont pas véritablement faites. Et j'ai plutôt cherché à montrer que le Parti socialiste avait cherché à tenir des engagements pro-nucléaires plutôt qu'à satisfaire des promesses vis-à-vis d'un mouvement écologiste dont il se méfie. Et alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de prise en compte de l'environnement. Simplement, qui est-ce qui intègre des préoccupations environnementales dans ce nucléaire de gauche? Les syndicats, le monde du travail, les négociations avec les administrations. Je le dis autrement. C'est une intégration de l'environnement par les tenants du nucléaire, par ceux qui sont favorables au nucléaire, plutôt que par des opposants. En quelque sorte, s'il s'agissait de changer la vie, il ne s'agissait pas de changer le nucléaire. Je vous remercie. Merci infiniment.